Un décret a fait basculer le pays en libérant 14 800 hommes, tout en transformant les prisons en simples souvenirs administratifs. Deux chiffres, deux secousses. L'abolition immédiate et la réintégration militaire ont inversé d'un coup ce que l'on croyait être une ligne rouge intangible. Face à cette rupture, une question demeure pour chacun. Qu'est-ce que cette réinvention de la faute signifie lorsqu'elle porte la signature d'Ibrahim Traoré? Et si la discipline née de cette libération forgeait une force que personne n'avait anticipée? L'annonce du décret ne portait pas seulement une charge symbolique, elle redéfinissait le rapport entre justice, sécurité et souveraineté dans un pays longtemps marqué par la défiance. La promesse implicite reposait sur une idée simple mais déterminante: remplacer la punition immobile par une utilité collective mesurable, une logique où chaque ancien détenu devient un acteur de stabilité plutôt qu'un fardeau administratif. Cette bascule plaçait le Burkina Faso devant un pari à haut risque: réussir à transformer un groupe hétérogène, libéré en bloc, en une structure disciplinée capable d'affronter les menaces territoriales. Mais un second enjeu, moins visible, traversait les conversations publiques. Si la réforme fonctionnait, elle deviendrait une preuve que les modèles hérités de l'extérieur n'avaient plus le monopole de la légitimité. C'est là que résidait le véritable champ de tension. Une réussite ferait naître un précédent régional, alors qu'un échec nourrirait les critiques sur la fragilité institutionnelle du pays. Et au milieu de ces attentes, un micro-sursaut demeurait. Pourquoi tant d'assurance autour d'un dispositif que personne n'avait jamais osé tester à cette échelle? Deux éléments ont émergé dès les premières heures: l'abolition totale des prisons et la libération simultanée de 14 800 hommes, aussitôt redirigés vers la défense nationale. Ce double mouvement, annoncé comme un simple décret, a produit une onde de choc que même les administrations du pays n'avaient pas anticipée. Au lever du jour à Ouagadougou, les journaux d'État ne parlaient ni de politique ni d'économie, mais uniquement de cette signature rouge au bas d'une page, devenue en quelques heures le point de bascule d'un système entier. Les prisons, longtemps perçues comme un vestige colonial où l'on enfermait surtout la misère, se vidaient d'un seul élan. Le métal des portes hurlait, les cellules se taisaient, puis un cri, mêlé de stupeur et de délivrance, traversait les coursives. Certains sortaient la tête haute, d'autres levaient le poing, conscients que cette ouverture n'était pas une évasion, mais une convocation nationale. Dans les casernes, les officiers restaient interdits. Dans les tribunaux, les juges relisaient le texte 3 fois. Dans les quartiers, les habitants se passaient la nouvelle comme un choc électrique. La scène culminait lorsque les premiers camions militaires arrivaient non pas pour reprendre le contrôle, mais pour accueillir ces hommes désormais appelés à servir. Des uniformes simples, un repas, une parole d'honneur. L'intégration commençait à la racine. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré relut publiquement le décret d'une voix ferme, rappelant que le pays n'avait pas hérité de prison mais de blessures, et que ces blessures devaient être réparées par le service plutôt que par l'enfermement. Sa déclaration n'était pas conçue comme un défi isolé, mais comme une rupture l'assumée avec la logique punitive héritée. À partir de cet instant, la réforme cessait d'être un texte. Elle devenait une orientation nationale, une manière d'inverser le lien entre faute, utilité et dignité. La journée avançait et avec elle se formait la conviction que cette décision n'était pas une parenthèse, mais la première articulation d'une transformation beaucoup plus vaste. Au centre de cette transition, deux figures se détachaient sans jamais occuper la lumière de manière ostentatoire: les ex-détenus, désormais regroupés en formation collective, et les officiers instructeurs chargés de canaliser leur énergie nouvelle. Les premiers avançaient avec une détermination presque fébrile, comme s'ils voulaient effacer chaque jour passé derrière les barrières.
Les seconds observaient une intensité qu'ils n'avaient jamais rencontrée dans les unités classiques. Ce duo improbable devint le fil conducteur de la première phase de transformation. Dans les couloirs du centre d'entraînement, le slogan inscrit au-dessus du portail «La faute n'est qu'un détour vers la lumière» prenait une dimension concrète. Les instructeurs notaient que les groupes apprenaient à marcher ensemble, à viser, à se camoufler, non pas par discipline imposée, mais par volonté active de redevenir utiles. Cette dynamique, loin d'être chaotique, produisait une cohésion immédiate, renforcée par l'idée que chacun d'eux devait désormais répondre à un appel national plutôt qu'à un jugement passé. Les premiers retours visibles apparurent dans l'organisation quotidienne. Les registres pénitentiaires s'ouvraient pour la première fois depuis des années. Les administrations réajustaient leurs procédures et les centres recevaient le matériel militaire envoyé en masse par l'état-major. Ce n'était pas une mise en scène, c'était une transition opérationnelle où chaque geste comptait. L'effet le plus notable restait cependant cette mutation du regard. Là où les hommes étaient autrefois considérés comme des fautifs, ils devenaient peu à peu des ressources, porteurs d'une dignité ravivée. Cette bascule, perceptible dès les premiers jours, donnait un premier aperçu de la portée réelle de la réforme. Tout a commencé par un geste brutal. Les portes ont cédé d'un seul coup. Le métal a crié comme une bête réveillée. Les couloirs ont vibré. Les silhouettes ont surgi dans la lumière. Personne ne fuyait. Tout le monde avançait. C'était l'activation pure. En quelques minutes, les prisons de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso et de Kaya se sont vidées. Les hommes sortaient sans menottes, sans chaînes, avec le dos droit. Certains pleuraient, d'autres levaient le poing vers le ciel. Ce n'était pas une rupture du système, c'était son retournement. Dans les tribunaux, les juges relisaient le décret. 3 fois. Le texte paraissait irréel. Un pays venait d'effacer l'idée même d'incarcération. Les administrateurs paniquaient. Les registres poussiéreux s'ouvraient comme des archives réveillées. Les noms défilaient sans pause. 14 800 destins à réassigner. Pas un de moins. Puis les camions militaires ont surgi, pas pour reprendre le contrôle, pour accueillir. Uniforme simple, bol de riz, serment d'honneur, service, pas silence. Les officiers observaient des regards brûlants, une intensité rare. Les groupes se formaient, les pas se synchronisaient, les gorges respiraient comme un seul corps. La machine se mettait en marche. Au centre commando, la cadence s'est accélérée. Marche rapide, tir contrôlé, exercice d'endurance. La poussière du Sahel montait en spirale. Les instructeurs notaient la même chose. Ces hommes voulaient rattraper chaque seconde perdue. Ils couraient, ils visaient, ils répétaient les gestes sans plainte. Le slogan au portail prenait vie. La faute n'est qu'un détour vers la lumière. Le matériel arrivait en masse, armes modernes, véhicules blindés, rations pour 6 mois, tenues neuves. L'étape-major ne préparait pas une parade, il préparait une armée. Les CPU prenaient forme, pas une force parallèle, une colonne officielle, loyale, disciplinée, engagée. Dans les rues, la ville grondait. Certains craignaient la violence, d'autres voyaient une revanche populaire. Les marchés murmuraient. Les radios enflammaient les ondes, les jeunes y lisaient un signe. Si l'on peut libérer les ennemis, on peut libérer un pays. Les nuits s'illuminaient de torches. Les ex-détenus recevaient leur premier salut. L'image circulait partout. Au palais, Ibrahim Traoré avançait droit, main sur le cœur, main sur la terre. Ces mots devenaient mantra. La souveraineté commence quand on n'a plus peur de ses propres enfants. Cette phrase se fixait dans la pierre, elle guidait la marche. Puis vint la montée. Les CPU défilaient, leurs pas martelèrent la terre rouge, un tambour de renaissance.
Les officiers restaient stupéfaits. Jamais ils n'avaient vu une fin de dignité aussi brute. Les hommes répétaient silencieusement: nous étions les coupables, nous serons les gardiens. La rumeur atteignit l'étranger. Les plateaux s'embrasaient, les diplomaties frémissaient, les accusations pleuvaient, militarisation, dérive, danger, mais la route était déjà tracée. Trop tard pour la freiner. Ce qui n'était qu'un décret devenait une dynamique nationale, une onde, une cohésion, un basculement irréversible. Le premier repère venait de la situation sécuritaire avant le décret. Les zones rurales connaissaient une pression constante, les convois humanitaires circulaient difficilement et les routes majeures dépendaient souvent d'escortes limitées. Après la réorganisation, un changement brusque a été observé. Les attaques terroristes ont chuté de moitié en un mois, une variation si rapide qu'elle surprit même les analystes régionaux. Cette baisse exprimait une réalité simple. La présence massive et disciplinée des CPU modifiait immédiatement l'équilibre local. Un deuxième indicateur confirmait cette dynamique. 14 800 ex-détenus intégrés en uniforme se présentaient chaque matin dans les centres, alignés et structurés. Ce volume inédit révélait l'ampleur logistique de la réforme, car mobiliser un tel effectif exigeait une cohésion rarement atteinte dans des délais aussi courts. Chaque groupe absorbait la nouvelle doctrine, montrant une capacité d'adaptation que les instructeurs jugeaient exceptionnelle. Un troisième signal était visible dans les zones de vie, la réouverture progressive des marchés abandonnés dans plusieurs localités. Ce retour commercial illustrait la reprise de confiance quotidienne, preuve que la stabilité territoriale n'était plus théorique mais vécue dans la routine des habitants. Les habitants percevaient les CPU non comme une force imposée, mais comme une barrière vivante contre l'insécurité. Autour de ces chiffres, la notion de transformation prenait un sens concret. Les patrouilles traversaient les villages sans provoquer de tension. Les agriculteurs récupéraient des terres délaissées et les routes autrefois désertées voyaient passer des véhicules civils avec une régularité retrouvée. Cette fluidité renouvelée s'inscrivait dans un cycle d'effets réciproques. La discipline des unités rassurait les populations et la confiance retrouvée renforçait en retour la légitimité du dispositif. Dans les centres de formation, le tempo interne s'était aligné sur ces résultats visibles. Les instructeurs structuraient désormais des sessions plus complexes, intégrant des exercices collectifs, des simulations d'embuscade et des modules de coordination entre sections. L'intensité des groupes ne s'essoufflait pas. Elle semblait même augmenter à mesure que les signes tangibles de changement se multipliaient. Pour beaucoup, ce n'était plus une simple rédemption individuelle, mais une contribution nationale mesurable. C'est dans ce contexte que les discours d'Ibrahim Traoré prenaient un relief particulier. Lorsqu'il rappelait que la réforme ne reposait pas sur la punition, mais sur l'utilité, les indicateurs sur le terrain validaient tacitement cette logique. Les CPU n'étaient pas une démonstration politique, mais un mécanisme opératoire présent dans les villages, les routes, les marchés. Les habitants le percevaient non à travers des slogans, mais à travers des pas réguliers, des escortes fiables et une baisse de la peur tangible. Les observateurs étrangers notaient ce glissement. Ils relevaient que les zones rurales se stabilisaient, que la discipline collective prenait le pas sur la fragmentation antérieure et que le soutien populaire ne cessait de croître autour de ces unités inédites. La transformation ne se mesurait pas seulement dans les centres, mais dans les signes faibles distribués sur tout le territoire. Silhouettes en uniforme, torches dans les nuits de cérémonie, chants militaires résonnant jusqu'aux mosquées. Les données restaient limitées mais convergentes. La réforme produisait une forme d'ordre que les interventions extérieures n'avaient jamais réussi à installer.
et chaque indicateur consolidait l'idée que ce modèle, né d'un décret radical, avait déclenché un cycle que plus rien ne semblait capable d'interrompre. Deux arguments dominaient les critiques venues de l'étranger et revenaient avec insistance dans les plateaux télévisés, les éditoriaux et les communiqués diplomatiques. Le premier point soutenait que la transformation des détenus en soldats constituait une militarisation dangereuse, capable d'alimenter un déséquilibre interne et d'encourager des dérives autoritaires. Les voix les plus sceptiques insistaient sur le fait qu'un pays traversant une crise sécuritaire ne devait pas confier des armes à ceux qui l'avaient autrefois condamné, même pour des délits mineurs. Selon ce raisonnement, la réforme serait une illusion de discipline recouvrant un risque d'instabilité structurelle. Le second argument insistait sur la dimension antidémocratique présumée d'un tel dispositif. Pour ces analystes, une abolition totale des prisons rompait avec les normes judiciaires internationales et l'intégration massive des ex-détenus dans l'appareil de défense sapait les principes classiques de séparation entre faute, sanction et réhabilitation. Mais les faits visibles sur le terrain contredisaient partiellement ces deux thèses. D'abord, la discipline observée dans les CPU n'était pas artificielle. Les instructeurs rapportaient une intensité inédite, nourrie par le désir explicite de mériter le droit d'exister. Le centre commando, décrit comme une forge, révélait une cohésion rare, où chaque groupe cherchait à compenser les années perdues par un engagement total. Rien dans cette dynamique ne relevait d'une improvisation dangereuse. Elle résultait d'une structure organisée, dotée de matériel moderne, de véhicules blindés et de rations prévues pour des mois. Ensuite, l'intégration ne s'était pas faite dans le désordre, mais dans un cadre institutionnel assumé. Les ex-détenus recevaient uniformes, formation, encadrement et serment d'honneur. Ils n'étaient pas déchaînés dans la nature, ils étaient présentés à la nation, salués devant les torches du palais, transformés en composantes loyales, non parallèles de la défense nationale. Et lorsque les CPU commencèrent à stabiliser les zones rurales, escorter les convois, rouvrir les marchés et réduire les attaques terroristes de moitié, les critiques de dérives sécuritaires peinaient à trouver des contre-exemples concrets. Enfin, les réactions populaires montraient autre chose. Une adhésion progressive faite de bougies dans les quartiers, de chants, de tissus aux couleurs de la réforme et même de comparaisons symboliques avec Sankara. Les inquiétudes théoriques existaient, mais face à elles, le pays répondait avec des résultats, une discipline et une dignité renouvelées. Une bascule silencieuse s'opère. À mi-parcours du dispositif, ce ne sont plus seulement les résultats sécuritaires qui attirent l'attention, mais la manière dont la réforme bouleverse l'équilibre diplomatique autour du Burkina Faso. Dans les chancelleries occidentales, les rapports se multiplient. Les CPU gagnent du soutien populaire, les zones rurales se stabilisent et les attaques reculent. Cette évolution ne correspond à aucun modèle connu, ce qui pousse les observateurs à voir émerger un précédent inattendu. Les premiers signes de tension apparaissent à Bruxelles, Paris et Washington, où l'on évoque tour à tour une expérimentation inquiétante, une militarisation des civils ou encore une dérive sécuritaire. Pourtant, ces mêmes analyses reconnaissent à demi-mot que la réforme produit un ordre que les interventions étrangères n'avaient jamais réussi à installer. Cette contradiction alimente une inquiétude diffuse, celle de voir un État du Sahel affirmer une souveraineté opérationnelle sans assistance externe. C'est dans ce climat que les paroles d'Ibrahim Traoré prennent un relief nouveau. Lorsqu'il affirme que la souveraineté commence quand on n'a plus peur de ses propres enfants, les diplomaties lisent moins une déclaration morale qu'un signal stratégique. Le pays se réinvente sans permission. Le midpoint s'ancre ici, dans cette collision entre efficacité intérieure et anxiété extérieure.
Les effets de la réforme commencèrent à se manifester simultanément dans plusieurs sphères du pays, dessinant un paysage nouveau où les perceptions et les pratiques se réorganisaient autour des CPU. Les habitants, l'appareil d'État, la région du Sahel et même certaines capitales africaines ressentaient l'onde de cette mutation. Les impacts n'étaient pas abstraits, ils se voyaient dans les rues, dans les marchés, dans les zones rurales autrefois désertées, et jusque dans les débats populaires. Du côté de la population, le quotidien se recomposait. Dans les villages, les marchés rouvraient après des mois d'abandon. Les femmes vendaient à nouveau tissus et vivres, tandis que les enfants jouaient à imiter les soldats CPU, signe d'un retour de normalité que les habitants croyaient perdu. La peur reculait avec la présence des patrouilles, non pas parce qu'elles étaient coercitives, mais parce qu'elles inspiraient une forme de confiance pragmatique. Les bougies allumées dans les quartiers populaires devenaient un rituel de fierté, non de crainte. Pour beaucoup, voir des hommes autrefois enfermés marcher avec discipline portait un message clair. La dignité pouvait renaître. Certains murmuraient même que l'esprit de Sankara retrouvait une voix à travers cette cohésion. Pour l'État, un appareil se réorganisait autour de l'utilité. La transition cimentait l'idée que la justice ne devait plus enfermer, mais reconstruire. Les registres pénitentiaires rouvraient non pour prolonger la peine, mais pour refermer un chapitre entier. Le matériel affluait, véhicules, armes, uniformes, rations. Les CPU ne représentaient pas une force parallèle, mais une intégration directe dans la défense nationale. Les ministres, les chefs militaires et les responsables pénitentiaires observaient un rééquilibrage institutionnel rare. Les coûts du système carcéral diminuaient tandis que l'efficacité opérationnelle augmentait. Le pays redirigeait une partie de ses ressources vers l'agriculture, renforçant un cycle où la sécurité nourrissait la production et la production stabilisait les zones rurales. Dans la région du Sahel, un nouvel acteur apparaissait dans la sécurité locale. Les patrouilles dans les zones rurales rassuraient les villages et sécurisaient les routes. Les convois humanitaires circulaient mieux, les attaques terroristes chutaient et les zones instables retrouvaient un minimum de circulation. L'image des CPU marchant sur la terre rouge du Sahel se répandait comme un symbole d'ordre plutôt que de contrainte. Les pays voisins observaient ce mouvement avec attention. Certains y voyaient une possibilité de modèle, d'autres une menace pour les architectures régionales traditionnelles. Mais tous reconnaissaient que le Burkina Faso avait créé une force dont la cohérence dépassait les attentes initiales. À l'échelle du continent africain, la réforme devenait une projection idéologique inattendue. À Bamako, Niamey et Accra, les populations se demandaient si une telle transformation pouvait s'appliquer chez elles. Les débats évoquaient déjà l'effet au Traoré. Les gouvernements se divisaient, admiration prudente pour les uns, crainte d'un précédent dangereux pour les autres. Et au cœur de cette résonance continentale, les discours d'Ibrahim Traoré circulaient comme un appel à repenser les cadres hérités. Le soldat sortant de sa cellule devenait métaphore d'un continent tentant de sortir de son propre silence. Pour la première fois depuis longtemps, un pays enclavé du Sahel imposait un imaginaire nouveau, celui d'une souveraineté reconstruite, visible et assumée. À ce stade de la réforme, trois trajectoires possibles se dessinaient pour les mois à venir. Elles ne relevaient pas d'une spéculation abstraite, mais d'une lecture attentive des dynamiques déjà visibles sur le terrain. La discipline des CPU, la stabilisation locale, les tensions diplomatiques et l'écho continental grandissant. Chacune de ces trajectoires mettait en jeu un rapport différent entre utilité, souveraineté et pression extérieure, sans que l'une ne puisse annuler totalement les autres. Dans un premier scénario, celui de la consolidation interne, le pays poursuit cette voie sans rupture majeure.
Le pays poursuit l'intégration des CPU dans les zones rurales, renforçant la sécurité autour des routes, des marchés et des convois humanitaires. Les unités alignées, déjà opérationnelles, perfectionnent leurs protocoles et diversifient leurs missions, ce qui accentue la baisse des attaques et stabilise davantage les régions fragiles. Les habitants voient leur vie quotidienne reprendre un rythme régulier. Retour à l'école, reprise agricole, circulation plus fluide. L'État consolide ses choix budgétaires en réallouant les ressources anciennement consacrées au système carcéral vers la production locale et la logistique militaire. Dans ce scénario, la réforme devient structurelle et cesse d'être perçue comme un pari. Dans un deuxième scénario, celui de l'élargissement optimiste, le modèle commence à déborder les frontières nationales. Le modèle attire l'attention de plusieurs capitales africaines où l'on cherche des solutions endogènes aux crises sécuritaires récurrentes. Les les débats au Mali ou au Niger, déjà évoqués dans les rues et dans certaines instances locales, se renforcent, donnant naissance à un mouvement d'étude ou de reproduction partielle du système. La CPU devient un symbole régional, une sorte de force utile adaptée au terrain sahélien. Sur le plan interne, le soutien populaire continue de croître, nourri par la perception d'une dignité retrouvée. Les visites officielles, les cérémonies de torches et les chants répétés dans les places publiques amplifient l'idée qu'une génération nouvelle est en train de se former autour de cette cohésion. Dans un troisième scénario, le plus conflictuel, les frictions extérieures occupent le devant de la scène. Les diplomaties occidentales accentuent leur pression médiatique et politique. Les accusations de militarisation et de dérive autoritaire se durcissent. Les institutions régionales, déjà hésitantes, dit India, se divisent davantage. Une campagne de communication internationale cherche à discréditer la réforme, et certains pays tentent d'imposer des sanctions ou des restrictions d'aide. Ces tensions pourraient ralentir les approvisionnements, compliquer les partenariats existants et forcer le Burkina Faso à ajuster ses priorités logistiques. Sur le plan social, une partie de la population pourrait craindre un isolement international, même si les effets internes demeurent solides. À travers ces trois chemins, une même question persiste. Comment un modèle né d'un décret deviendra-t-il, dans l'année qui vient, soit un pilier, soit une rupture, soit un précédent surveillé de près? Dans les semaines qui ont suivi la mise en place des CPU, les réactions ont commencé à se cristalliser au niveau humain, là où les décisions politiques rencontrent le vécu quotidien. Trois ensembles de publics, la jeunesse, la diaspora et les sympathisants panafricanistes, formaient un triptyque révélateur de la portée émotionnelle et symbolique de la réforme. Chacun y projetait ses espoirs, ses craintes ou ses interprétations, donnant à la transformation une profondeur qui dépassait la simple organisation militaire. Chez les jeunes, une rupture psychologique se dessinait. Beaucoup d'entre eux, longtemps tentés par l'exil faute de perspective, découvraient dans l'image des CPU une démonstration de possibilité, celle d'un pays capable de se relever par sa propre énergie. Les chants, les marches, les torches allumées la nuit, allez, tout cela créait un environnement où discipline et fierté coexistaient. Pour cette génération, la réforme devenait un récit mobilisateur, presque initiatique. Dans la diaspora, l'effet était différent. Les informations circulaient par vidéo, débats en ligne et retours familiaux. Certains y voyaient une revanche symbolique contre les narrations extérieures qui avaient trop longtemps présenté le Sahel sous l'angle unique du chaos. D'autres s'interrogeaient sur la durabilité d'un tel modèle, sensible aux critiques internationales. Mais tous reconnaissaient que quelque chose d'inédit se produisait. Un pays imposait une vision qui ne demandait plus de validation.
Chez les sympathisants panafricanistes, l'onde était encore plus perceptible. La réforme apparaissait comme un geste de souveraineté assumée, un refus de reproduire les schémas hérités. Elle évoquait un retour à une justice utile, centrée sur la dignité plutôt que sur la punition, et rappelait des figures historiques dont les idées continuaient à traverser le continent. Dans ces trois groupes, un même mouvement convergent s'exprimait. L'idée que la transformation en cours n'était pas seulement administrative ou militaire, mais profondément liée à la manière dont un peuple choisit de se percevoir dans son propre avenir. Pour que la réforme prenne une forme durable et conserve l'élan initial, un ensemble de mesures structurées devait se déployer dans un calendrier resserré. Ces actions ne visaient pas à étendre le modèle au-delà de ce qu'il pouvait supporter, mais à consolider ses fondations institutionnelles. Autour d'Ibrahim Traoré, l'idée centrale demeurait simple: organiser l'utilité, mesurer la discipline et ancrer la souveraineté dans des mécanismes concrets. Dans une première étape, la formalisation du cadre opérationnel est au cœur des mois 1 à 3. Les officiers instructeurs, appuyés par l'état-major, sont chargés d'unifier les protocoles des CPU. Les exercices, les grilles de comportement et les règles de présence sont codifiés. L'indicateur de suivi repose sur la régularité, taux de participation quotidienne, cohésion des sections et absence d'incidents internes. Cette phase garantit que l'élan initial se transforme en structure. Dans une deuxième étape, celle du renforcement logistique et de l'autonomie, les mois 2 à 6 deviennent décisifs. Les administrations civiles coordonnent l'acheminement continu du matériel, uniformes, rations, véhicules et équipements. L'État suit un indicateur simple: autonomie croissante des unités dans leurs propres besoins quotidiens. L'objectif est d'éviter toute dépendance externe et de stabiliser les opérations dans les zones rurales. Une troisième étape repose sur une intégration territoriale progressive entre les mois 3 et 9. Les CPU sont déployés dans des périmètres clairement définis, avec missions limitées mais régulières: patrouille, sécurisation de routes, soutien aux convois humanitaires. L'indicateur: baisse des interruptions de circulation et maintien des marchés ouverts. Cette étape transforme l'efficacité ponctuelle en routine sécuritaire. Enfin, une quatrième étape vise la consolidation institutionnelle entre les mois 6 et 12. Les ministères concernés, défense, justice, administration territoriale, harmonisent leur action pour inscrire la réforme dans les cadres nationaux. L'indicateur: cohérence des procédures et coordination interinstitutions. L'objectif n'est pas d'élargir la réforme, mais de la rendre résistante aux pressions extérieures et aux fluctuations politiques. À travers ces quatre étapes, la réforme cesse d'être un choc inaugural pour devenir une architecture mesurable, où chaque acteur sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment en évaluer l'impact. Dans la poussière chaude du Sahel, la scène du centre commando revenait en mémoire comme un fil conducteur, ses rangs serrés, cette forge où l'on trempait l'âme avant le corps, et ces torches levées qui transformaient une nuit d'ordinaire en serment collectif. Les hommes autrefois enfermés marchaient désormais avec une dignité neuve, comme si la lumière qu'ils tenaient devant eux éclairait aussi le chemin de tout un pays. C'était moins un spectacle militaire qu'une manière de dire au monde que la faute pouvait devenir force lorsque quelqu'un osait casser le moule. Lorsque Ibrahim Traoré s'était avancé entre les lignes pour murmurer que vous n'êtes pas mes prisonniers, vous êtes mes frères, quelque chose d'irréversible s'était imprimé dans les regards. Ce moment, capté par les caméras puis porté d'un village à l'autre, avait dépassé la simple réforme pour devenir un motif de ralliement. Dans chaque torche brandie, on voyait l'écho d'une promesse: reprendre ce qui avait été brisé, reconstruire ce qui avait été oublié. Et au cœur de cette résonance collective demeurait une certitude discrète mais tenace:
Un peuple qui réussit à transformer sa douleur en discipline ne revient jamais en arrière. La dignité avancée ne recule plus. À la fin de ce parcours, il ne reste ni triomphe ni discours grandiloquent, seulement l'écho d'un pays qui tente de se redresser par sa propre volonté. Les silhouettes en uniforme, les marchés qui se rallument, les torches brandies dans les nuits du Sahel composent un récit que chacun peut encore interpréter, discuter ou confronter à ses propres convictions. Rien n'est figé, tout reste ouvert. Ce moment invite moins à juger qu'à réfléchir à la manière dont une société choisit de redéfinir ce qu'elle considère comme faute, utilité, justice ou dignité. La conversation ne s'arrête pas ici. Elle commence là où les voix se répondent, où les expériences se croisent, où les lectures divergentes nourrissent une compréhension plus large. Si cette histoire vous interpelle, vous questionne ou vous étonne, prenez un instant pour partager votre regard, poser une question ou confronter un point de vue. Votre commentaire n'est pas un geste anodin, c'est une manière de prolonger la réflexion collective, d'ouvrir un espace où chacun peut apporter sa lumière.